Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour. Stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Alors la géopolitique fait de nouveau parler d'elle et il a semblé un petit peu l'avoir emporté ces derniers jours, notamment sur le marché américain. Troisième séance de baisse consécutive donc sur le marché US avec un Dow Jones qui a encore perdu 1% hier. On a le conflit diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie. Ça n'arrange pas. On a ces rumeurs, encore une fois non confirmées, de nouvelles taxes de Donald Trump sur les importations de high-tech chinois, de produits high-tech chinois. On est encore, selon vous ou pas, dans cette escalade des tensions, encore une fois, commerciales, qui commencent manifestement à ne pas trop plaire au marché. Mais le marché a très peur de ce genre de choses, parce que si vous regardez les entreprises, surtout les grandes multinationales, elles ont optimisé leur production sur le monde entier. Donc elles produisent là où c'est pas cher, elles importent. Et donc si vous mettez la segmentation de la chaîne de valeur, c'est ça? Exactement. Comment on explique simplement ça? C'est-à-dire qu'on produit certains composants dans tel pays, on les assemble dans un autre et puis, Si vous regardez Apple par exemple, je ne vais pas dire qu'ils font plus rien, mais physiquement tout est produit en Chine avec des composantes qui arrivent de Corée, du Japon, etc., etc. Et ensuite ils vendent les produits finis. Donc s'il tire une balle dans le pied quelque part, Donald Trump, quand il dit qu'il veut imposer pour 60 milliards de taxes de produits importés high-tech, est-ce que ça tire une balle, encore une fois, dans le pied, encore une fois, des multinationales américaines et puis du consommateur américain aussi, qui a payé ça beaucoup plus cher? Il y a plusieurs secteurs qui ont beaucoup optimisé cette chaîne de production mondiale. C'est la tech, c'est l'industrie, qui ont donné une grande partie de la production, c'est-à-dire de la partie qui a besoin d'énormément de capital, aux pays émergents. Parce que c'est moins cher, mais parce que ça réduit aussi leur bilan. C'est ce qu'on appelle le capitalisme sans capital. Ouais. Et la conséquence de ça, c'est que vous n'avez plus besoin d'investir, puisque vous avez donné le besoin d'investir à quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, vous générez énormément de flux de trésorerie. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que si vous regardez les valorisations du marché, en PE, c'est très cher. Si vous regardez en free cash flow yield, c'est-à-dire en regardant les flux de trésorerie, le marché, finalement, n'est pas si cher que ça. Et il y a vraiment eu un changement de paradigme, parce que si vous n'avez plus d'usines à construire, plus de capital à investir, alors ce n'est pas aussi simple que ça, mais vous voyez que vous générez beaucoup plus de cash pour l'actionnaire. Pourquoi vous prenez le free cash flow, non pas les profits? Parce que pour actualiser, pour calculer le PER? Parce que dans les profits, vous prenez en compte les amortissements, c'est-à-dire les investissements que vous avez faits depuis 5 ans, 10 ans, etc. Le free cash flow, c'est juste une comptabilité de caisse. C'est à la fin de l'année, si je n'ai pas investi, parce que je n'ai pas besoin, je me retrouve avec une comptabilité. Voilà, exactement. Bon. Encore une fois, vous en pensez quoi sur ces 60 milliards d'euros, encore une fois, de dollars de droits de douane? Est-ce qu'il y a un cap qui est franchi? Est-ce qu'on en parlait juste avant, est-ce qu'il a les moyens, Donald Trump, d'aller au bras de fer avec la Chine, qui tient un peu les États-Unis, et ce qui est vrai, en achetant beaucoup de bons du Trésor américain? Et l'impact que ça peut avoir sur les taux longs qui pourrait faire dérailler l'économie américaine. Je pense que c'est un très bon argument parce qu'il y a une chose très bizarre à l'heure actuelle. Vous avez la Fed qui monte les taux. Doucement. Très doucement, c'est vrai. Mais vous avez aussi les émissions de treasuries qui augmentent parce que le déficit augmente. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a ça. Parce que normalement... 5% de déficit public attendu en 2018, je crois, ou 2019. Ce qui est énorme en pic de cycle. Ouais. Ça veut dire que la prochaine récession, alors j'espère qu'elle n'arrivera pas immédiatement, mais ça veut dire que la prochaine récession, vous allez très certainement avoir un déficit à 7, 8, 9%. Donc des émissions de treasuries énormes, il va bien falloir que quelqu'un les achète. Voilà, et donc si les Chinois n'achètent plus, là ça devient problématique, d'autant que les taux à 10 ans américains sont déjà à 2,85%. Ça veut dire qu'il y a une pression, tiens je voulais en parler plus tard, mais du dollar, ça crée une pression encore une fois sur le dollar, ce déficit, ces déficits jumeaux encore une fois, avec à la fois budgétaire, on est effectivement en haut de cycle et on a 5% de déficit public, du jamais vu vous disiez depuis la Seconde Guerre mondiale, déficits commerciaux records aussi, ça plaide pour un affaissement, un affaiblissement continu du dollar? Oui, en tout cas, nous, c'est notre vue. On pense qu'à 2-3 mois, le dollar s'est beaucoup déprécié, donc il va certainement y avoir une petite pause. Mais à moyen terme, très certainement. Donc la tendance baissière du dollar, c'est quelque chose de long terme, de structurel, elle va se poursuivre? Oui, tout à fait. À cause des arguments que vous avez donnés. Sans décrocher pour autant, mais où il y a ce risque-là aussi? Potentiellement, il y a ce risque. Je pense que ce ne sera pas le cas. Mais je vais juste vous donner un exemple. On a les flux d'achat de treasuries qui sont publiés tous les mois. Ouais. Et à la fin de l'année dernière, il y a eu énormément de ventes des Japonais, de l'ordre de 40 milliards par mois. Qu'est-ce qui se passe si les Japonais vendent des treasuries? D'abord, ça fait monter les taux, puisqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc forcément. Normalement, quand les taux d'intérêt montent, la devise s'apprécie. Mais là, c'est l'inverse. Puisqu'ils vendent des treasuries, ils rachètent du yen. C'est paradoxal donc de se dire... Et donc, vous avez un double effet
d'augmentation des taux d'intérêt Ouais. et de baisse du dollar en même temps. Ce qui n'est pas quelque chose de spontanément assez... Enfin, c'est contre-intuitif. C'est complètement... Normalement, vous avez exactement l'inverse. Ouais. Et donc, vous voyez, si on commence à avoir plus d'investisseurs étrangers qui commencent à vendre les treasuries, effectivement, ça peut tourner un petit peu au vinaigre. Bon, d'autant qu'on a quand même ces chiffres sur les ventes de détail. Pardon de scruter chaque jour les chiffres, mais c'est intéressant. Aux États-Unis, on a un troisième mois de baisse consécutif. Est-ce que c'est trop tôt? Parce que ça fait un long moment qu'on se dit le cycle américain est vraiment très très long, 9 ans de croissance, même si il a été moins fort, il est quand même très très long, très très diffus. Est-ce que c'est trop tôt pour dire qu'on a un début de retournement conjoncturel? Parce que les marchés, quand ils valorisent les actions, ils voient, c'est ce que dit Patrick Artus, c'est qu'ils voient 3,5% de croissance jusqu'en 2020. Et c'est ça qui est pricé indirectement. Oui et non. Alors, pour revenir sur les chiffres publiés hier, c'est vrai qu'ils étaient décevants. Mais il ne faut pas oublier que la consommation a progressé de 3,8% au 4e trimestre. Donc c'était très très fort. On a un petit tassement. Je pense que c'est trop tôt pour parler de fin de cycle, etc. Okay. À voir, mais à surveiller très clairement. Mais avec des chiffres tellement forts au 4e trimestre, il devait y avoir un petit tassement. Sur la croissance, il y a un point qui est très important pour les bourses, c'est que le levier opérationnel des entreprises a énormément progressé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un tout petit peu de croissance, on arrive à générer beaucoup plus de profits que le siècle d'avant. A bien marché, parce qu'on serre les coûts, on serre les boulons, c'est pour ça? On n'investit plus, comme je vous le disais, etc., etc. Donc les entreprises ont vraiment bien appris. Ce qui est dingue en haut de cycle de se dire qu'on en est encore là. Oui. Parce que finalement, c'est une méthode de management de crise quand ça ne va pas, et même avec de la croissance, même avec des profits records, on est toujours dans cette logique-là. On est dans cette logique, du coup on n'investit pas énormément, on ne stimule pas tellement l'activité, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette reprise est aussi lente. On est sur du 2, 2,5 de croissance en Europe, on faisait normalement du 3, on est sur du 2,5, 3 aux États-Unis, normalement on faisait du 4. Alors ça c'est le mauvais côté, le bon côté c'est que si la reprise est moins forte, ben, elle dure plus longtemps. Ouais. Est-ce que ces chiffres, encore une fois, sur les ventes de détail, est-ce que ça plaide pour que la Fed n'aille pas au-delà de 3 hausses de taux, ce qu'elle a prévu pour l'instant, et pas une de plus, comme on dit? On va voir le 21, puisqu'il y a le FOMC. Certes. Donc, merci. Hein. Mais avant de botter en touche, il y a quand même un certain nombre de membres du FOMC qui ont changé de vue, Dudley en particulier. Donc je pense qu'il y a une forte probabilité pour que le dot chart bouge vers le haut. Le dot chart, vous savez, c'est les prévisions de chaque membre de la Fed qui sont mises à jour à chaque meeting. Je pense qu'il y a une probabilité non nulle que ce dot chart monte. Vers 4 hausses de taux. Et donc, mais ça, c'est grave, au fond. Est-ce que l'économie américaine peut supporter, est-ce que les marchés obligataires peuvent supporter cette 4e hausse de taux cette année de ce 25 points de base et 25 centimes de plus? Ben dans la mesure où ils font 4 hausses de taux, ça veut dire que l'économie va bien, et donc ça je pense qu'on peut supporter. 1% de plus. C'est pas énorme. Le point important, c'est on a ce qu'on appelle un taux d'intérêt naturel, qui est, alors c'est une théorie économique, mais ça vous donne le taux d'intérêt qui doit être en moyenne sur le cycle. Tant que les Fed Funds sont en dessous, ça veut dire que la Fed, ce taux? Il est autour de 2,5, 3 à l'heure actuelle. Sur les taux Fed Funds? Oui. Ah, donc ça veut dire qu'on est encore... On n'y est pas. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que la Fed est moins stimulante qu'avant, mais on n'est pas toujours. Voilà, on n'est pas en train de sauter sur les freins, on est en train de lever petit à petit le pied de l'accélérateur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ouais. Il y a ce risque que les marchés trinquent, entre guillemets, ou qui décrochent, encore une fois, si la Fed va un peu trop vite. Parce qu'on a vu... Jérôme Powell, c'était il y a 15 jours, en 2 auditions, il a dit un truc et son contraire. Il a parlé de... C'était surchauffe, puis après, non, finalement, on ne voit pas trop de signaux de surchauffe. Est-ce qu'il ne faudrait pas, il n'y a pas ce risque, encore une fois, d'accident en termes de politique monétaire? Il y a 2 risques, je pense. Si la Fed monte les taux plus rapidement, c'est les taux courts. C'est les Fed Funds. Ce qu'on a vu après le discours de Powell, c'est que la courbe a monté, c'est-à-dire les taux courts sont remontés, puisqu'il était plus hawkish. Mais du coup, les taux longs ont baissé. Parce que si la Fed est plus agressive, ça veut dire qu'il y aura un peu moins de croissance, un peu moins d'inflation, et donc les taux longs ont baissé. Enfin, historiquement, quand les taux courts montaient, les taux longs montaient aussi. Oui. Hein, donc là, c'est une autre configuration. Ça. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si la Fed monte les taux courts de manière plus agressive, les taux longs monteront probablement moins vite que si le marché commence à paniquer sur l'inflation, sur la surchauffe, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment une ligne très fine sur laquelle il faut qu'ils marchent, c'est que s'ils vont trop lentement, le marché peut paniquer sur des histoires d'inflation, et s'ils vont trop vite, vous avez raison, ça peut être négatif. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Patrick Artus, on l'aime bien, il vient souvent nous voir, il vient d'écrire, il écrit beaucoup, vous savez, il est très prolifique. Et prolixe aussi d'ailleurs.
Les marchés actions sont surévalués de 10%, écrit-il dans un dernier flash. En gros, selon lui, sa projection, c'est de dire que les marchés pêchent par excès d'optimisme en faisant le pari d'une croissance de 3,5% par an aux États-Unis jusqu'en 2020 et 2,5% en zone euro. Pour lui, c'est irréaliste et donc une correction technique s'impose. Est-ce que les marchés sont surévalués de 10% selon vous, marché actions? Non, je ne suis pas tout à fait convaincu par cet argument. Une fois de plus, ça dépend quelle variable de valorisation vous prenez. Si vous prenez en compte les flux de trésorerie, le marché n'est pas forcément très surévalué. Je pense qu'on est sur la zone grise. Il y a un point qui est très important, c'est que quand les valorisations sont très très basses, c'est un signal très fort que la bourse va progresser. Parce que quand les valorisations sont très basses, vous êtes en pleine crise, c'est la fin du monde, etc. On n'est plus là. Voilà. Et donc vous rebondissez. En 2009. Par contre, quand vous avez des valorisations très élevées, vous avez une chance sur deux de monter ou de baisser. Donc ce n'est pas du tout un signal valide de correction. Si vous aviez fondé vos prévisions sur des valorisations élevées, ça fait un moment que vous seriez bearish et que vous vous seriez trompé. Mais cette idée qu'il peut y avoir un effet ciseau, encore une fois, avec, c'est ça qu'il y en a qu'il a en tête, Patrick Artus, avec un ralentissement économique qui n'est pas encore pricé par les marchés, qui voit toujours une croissance forte aux États-Unis de plus de 3%, et une remontée des taux longs. Cet effet ciseau, on se dit que c'est quand même pas bon pour les marchés actions, avec l'incertitude, encore une fois, sur les politiques monétaires, sur le resserrement monétaire. Oui, ça tout à fait. Il y a une vraie nervosité du marché. D'ailleurs, on le voit pendant la saison des résultats. Comme les valorisations sont un peu tendues, quand vous avez une entreprise... J'aime bien la valorisation un peu tendue, on est dans l'euphémisme. C'est vrai, c'est... Oui, mais comme vous avez des valorisations tendues, quand une entreprise... Dans la litote. Ouais. Quand une entreprise publie des bons résultats, le marché dit, bah oui, je savais, et puis regardez, c'est déjà dans les prix, on est déjà optimiste. Ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Par contre, quand une entreprise déçoit, elle baisse énormément. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie asymétrie de risque. C'est que si vous avez des bonnes nouvelles, le marché va dire, bah oui, je sais, c'est déjà dans les prix. Donc c'est plutôt sain, quelque part. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et donc en fait, à vous écouter, on est un peu cher, mais à vous écouter, tout va bien. Non. Guerre commerciale, paralysie en Italie des institutions politiques, risque de guerre commerciale, ça j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, resserre monétaire, enfin voilà, et tout ça. La Chine. La Chine, il y a plein. Non, je pense que ce qui se passe, c'est que le scénario central est assez sympathique. C'est-à-dire on a une croissance, pas trop d'inflation, des banques centrales qui sont prudentes, etc. Oui, mais ça c'était gestion, nous à peu près la même chose. Voilà. Et après, on a énormément de scories, et c'est ça qui nous fait très peur. Et en fait, nous, on a... Des scories. Oui. Comment on traduit ça en français? Des scories, c'est du français. C'est du français, j'apprends un truc. Pour moi, c'était pas... Oui, faut pas inviter alors, donc voilà, donc il y a donc quelques éléments qui permettent... Et le problème, c'est les problèmes d'inflation. On sait que la courbe est extrêmement sensible à l'inflation, donc ça peut remonter très vite. C'est les guerres commerciales, ça on en a parlé, c'est extrêmement inquiétant. Et puis après, vous avez ralentissement en Chine, on n'y croit pas du tout, vous pouvez avoir une crise politique. Donc il y a quand même beaucoup de choses autour du scénario central. Il y a des facteurs de risque, mais pris séparément, on croit... on n'y croit pas finalement quand on les prend chacun une à une. Le vrai problème pour moi, c'est que sur ces facteurs de risque, c'est très difficile de se protéger. C'est-à-dire, regardez, vous parliez d'augmentation des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt montent, vous allez avoir une performance négative sur votre portefeuille obligataire. En même temps, les bourses baissent, donc vous avez aussi une performance négative. Et donc, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher. C'est ça le vrai problème. C'est que dans le scénario alternatif, c'est très difficile de protéger l'investisseur. On termine juste là-dessus, parce que on manque de temps, et je voulais vous interroger sur la BCE, parce qu'on a eu hier quelques signaux envoyés par des officiels de la BCE, notamment le président Mario Draghi. Il nous dit sur les droits de douane, bon voilà, on passe vite, mais comme quoi les droits de douane américains, notamment sur l'acier, en gros, ça n'aura pas trop d'impact sur l'économie européenne. Par contre, on a Benoît Cœuré, c'est intéressant, il nous dit la croissance de la zone euro demeure trop dépendante aujourd'hui encore du soutien monétaire. C'est ça la réalité, c'est que la croissance européenne n'est toujours pas auto-entretenue, spontanée, indépendante? Je pense qu'il y a un vrai débat à la BCE sur l'arrêt du QI. Et vous avez les Draghi, Pratt, etc., qui disent qu'il faut continuer le QI. Peter Pratt, le chef économiste. Peter Pratt, oui. Ouais. Et puis après, vous avez un autre camp qui dit on a fait beaucoup déjà sur le QI, l'économie va à peu près bien, il faut commencer à le retirer de manière plus rapide. Et si vous lisez les minutes du dernier meeting de la BCE,
On voit bien qu'il y a un débat au sein de la BCE et qu'il y a vraiment une tension qui est en train de monter entre les deux camps. Et ce qui fait conséquence de ça, et on finit là-dessus, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe après le 1er septembre 2018. Non. On sait qu'il y a 30 milliards d'euros qui sont achetés jusque-là de rachat d'actifs par la BCE. Que se passe-t-il? Tout le monde dit qu'il n'y a pas de gros suspense. Peut-être qu'ils vont continuer à faire végéter le QE en mettant 20, 10 milliards. On a la certitude, même si ce n'est pas officiel, qu'au 1er janvier 2019, la BCE ne rachètera plus un copec sur les marchés. Probablement. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils font La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils font après septembre. Nous, il nous semble que passer de 30 milliards par mois à zéro, sans autre forme de procès, c'est quand même assez dangereux. Donc il y aura probablement une espèce de queue de distribution où ils font quelque chose après pour essayer de ne pas relâcher l'élastique. Oui, voilà, sur quelques mois. Sur 3-4 mois, quoi. Voilà, probablement pas plus. Bon, et c'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane Déo, stratégiste donc, de la Banque Postale Asset Management, était donc l'invité de la grande interview aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.